La plupart des gens se rendent à l'hôpital en voiture. Parfois c'est nécessaire, c'est sûr, mais pas forcément tout le temps. Moi je suis venu à vélo. C'était Patrice Goldberg. Il est le journaliste médical de cette série de podcasts sur les cancers. Il s'agit d'une initiative de la maison de production Tamara Twist, rendue possible grâce au soutien d'AstraZeneca. J'ai rendez-vous dans le service de gastro-entérologie avec le professeur Anne de Mols. C'est une grande experte dans le traitement des personnes atteintes d'un cancer digestif. Elle suit notamment les patients atteints de cancer des voies biliaires. Qu'est-ce que c'est que ça ? On va en discuter avec elle. Bonjour madame, nous avons rendez-vous avec le professeur de Mols. Oui, j'ai des personnes pour toi pour les podcasts. Ok, ça va, je te les envoie. Ils sont 3 personnes. Hein. Bonjour, professeur de Mols, je suis Patrice Enchantée. Goldberg. Bienvenue. Je suis Anne de Mols, je suis oncologue digestive et je travaille à l'Institut Jules Bordet, à l'hôpital Erasme, qui sont maintenant réunis en HUB, hôpital universitaire de Bruxelles. Et donc je m'occupe particulièrement des tumeurs du type digestif et dans ces tumeurs-là, encore plus particulièrement des tumeurs des voies biliaires. Pourriez-vous expliquer d'abord le rôle de la vésicule biliaire et de ce qu'on appellera les voies biliaires. Le rôle, quand tout va bien, je dirais. Alors, les voies biliaires sont en fait des petits canaux qui commencent dans le foie sous forme de tout petits canalicules qui recueillent en fait la bile qui est produite dans le foie. Ces petits canaux convergent à un moment à la sortie du foie en 2 plus gros canaux qui se joignent en un seul canal qu'on appelle la voie biliaire principale ou le cholédoque, qui lui va se jeter dans le duodénum et transporter la bile du foie au duodénum. Et la vésicule biliaire, c'est une petite poche, oui, on peut dire exact, qui est branchée sur la voie biliaire principale et qui se vide dans la voie biliaire principale. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'endroit de stockage ? Pas vraiment, ça peut servir de stockage, mais pas essentiellement. Essentiellement alors ? C'est surtout le foie qui produit aussi en fait cette bile en fait qui se produit dans le foie et qui va se vider. Effectivement, il y a un peu plus de stock dans la vésicule biliaire, mais on peut vivre sans vésicule biliaire sans problème. Ok, alors qu'est-ce que c'est que le cancer des voies biliaires ? Alors, le cancer des voies biliaires, comme son nom l'indique, c'est un cancer qui se développe au départ des cellules des voies biliaires. Alors, comme je vous l'ai expliqué tout de suite, il y a des voies biliaires à différents endroits. Oui. Donc, les tumeurs des voies biliaires peuvent survenir à tous ces différents endroits, que ce soit dans le foie, au départ des tout petits canaux des voies biliaires. Les plus gros. Voilà, mais dans le foie, on appelle ça alors le cholangiocarcinome intrahépatique. Il peut survenir aussi dans les plus gros canaux, donc dans le cholédoque ou la voie biliaire principale, on appelle alors plutôt cholangiocarcinome extrahépatique puisqu'il est hors du foie. Et enfin, on peut aussi avoir des tumeurs dans la vésicule biliaire elle-même. Et quels sont donc justement les symptômes auxquels il faut être attentif ? Les symptômes, en général, au début de la maladie, il n'y en a pas, malheureusement. Je dis malheureusement parce que, du coup, quand on découvre c'est souvent développé. Un stade avancé. Donc, en général, les symptômes sont pas très spécifiques, donc ça veut dire pas typique de la maladie. On peut pas se dire, tiens, j'ai tel symptôme, donc j'ai une tumeur. Il n'y a rien qui peut suggérer ça, après. Alors, on peut avoir des choses générales comme de la fatigue, une perte de poids, des douleurs abdominales, une perte d'appétit. Et chez certains patients, comme la tumeur peut finir par boucher l'évacuation de la bile, les patients ont ce qu'on appelle un ictère ou communément encore ce qu'on dit la jaunisse, en fait. Et ça peut être un signe d'alarme, mais encore une fois... Mais c'est déjà tard quand ça arrive, voilà, j'imagine. C'est tard, et puis alors on peut avoir de la jaunisse dans plein d'autres maladies, donc c'est pas parce qu'on a la jaunisse qu'on a que c'est forcément un cancer une tumeur des voies biliaires. Exactement. Est-ce qu'il existe des facteurs de risque spécifiques, genre âge, genre origine génétique et autres ? Alors en général, il y a pas beaucoup de patients chez qui on va pouvoir retrouver une cause.
Mais il y a quand même des facteurs favorisants, donc qui sont certaines maladies des voies biliaires. Donc, il y a une maladie particulière qui donne de l'inflammation des voies biliaires qui s'appelle la cholangite sclérosante primitive, qui est parfois associée à des maladies inflammatoires du tube digestif. Donc ça c'est un facteur favorisant. Les patients qui ont des malformations congénitales des voies biliaires, les patients qui ont une inflammation chronique du foie, donc par exemple avec l'hépatite C ou l'hépatite B, certains syndromes génétiques, effectivement certaines mutations familiales qui peuvent favoriser. Il y a aussi le fait d'avoir des calculs, donc des lithiases, donc des pierres en chronique dans le foie ou dans la vésicule, ça peut. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment, et même pas du tout, de profil type de patient. Pas toujours, non. Ok. En termes de genre, pas du tout non Alors, plus. c'est plus ou moins équivalent, mais par exemple, si vous voyez la vésicule biliaire, c'est un peu plus chez la femme. Mais un peu plus seulement. Globalement, on peut dire que c'est quasi équivalent homme-femme. Et c'est une tumeur rare, hein. C'est ce que j'allais dire. De toute façon, c'est rare, donc forcément, il n'y a pas énormément de cas. Et heureusement, justement, que c'est une tumeur rare. Donc, dans les tumeurs du foie, par exemple, ça représente qu'environ 10% des tumeurs du foie. Ok. Est-ce qu'on peut quand même donner un âge moyen de survenue de ce type de cancer ? Alors, ces tumeurs surviennent le plus souvent chez la personne plus âgée. Donc, souvent après 50, 60 ans. Mais dans les populations dont on a parlé tout à l'heure, donc de patients avec des facteurs favorisants, ça peut être un âge beaucoup plus jeune ou dans les familles avec des facteurs génétiques prédisposants. Ça peut arriver chez des patients beaucoup plus jeunes de 30 ou 40 ans. Alors à un moment donné arrive malgré tout le diagnostic. Alors comment ça se passe ce diagnostic et comment peut-il être confirmé par des examens ? Est-ce que vous pourriez préciser les différents types d'examens aussi de confirmation ? Alors le diagnostic il va se faire avec plusieurs types d'examens. Donc en général le premier examen qu'on fait c'est toujours une prise de sang. En général, on commence toujours par ça, que ce soit chez le généraliste ou à l'hôpital. Et dans cette prise de sang, on peut pouvoir voir, par exemple, des perturbations des tests des enzymes du foie qui sont liées au fait qu'il y a une masse dans le foie. On peut aussi avoir donc de la jaunisse, donc la bilirubine qui monte en cas d'obstacle sur la voie biliaire. Et dans certains cas, la tumeur peut fabriquer des facteurs tumoraux, comme on les appelle, qui sont des protéines spécifiques de la tumeur, mais qui ne sont pas toujours non plus élevées chez tout le monde. Mais qui peuvent être détectées dans la prise de sang. Qui peuvent être un signe qu'il y a une tumeur et qui vont surtout après nous aider quand on va traiter le patient. Et au-delà, je dirais, de la prise de sang ? Alors après, il y a d'autres examens. Donc en général, on commence par une échographie, parce que c'est quelque chose qui est simple et qui coûte pas cher, une échographie du foie, pas douloureuse, ou un scanner qui va montrer, soit pour les tumeurs qui sont dans le foie, une masse, donc une boule anormale dans le foie, ou pour les tumeurs qui sont plus basses, une masse dans la vésicule biliaire, par exemple, qui peut parfois s'accoler au foie. Et pour les tumeurs qui sont dans le canal extra-hépatique, en général, on n'a pas beaucoup de masse, parce que c'est des tumeurs qui sont un peu effilées, qui suivent la voie biliaire, mais elles occasionnent un obstacle dans la voie biliaire. Donc, au-dessus de l'obstacle, on va avoir ce qu'on appelle une dilatation des voies biliaires. Donc, les voies biliaires qui sont dilatées. Constater, pour pouvoir confirmer. Alors l'examen de choix, c'est la résonance magnétique nucléaire, parce qu'il va nous donner beaucoup plus d'informations, notamment sur l'anatomie, sur l'anatomie des voies biliaires, parce que ça, on va en avoir besoin, par exemple, si le patient doit être opéré. Donc pour le chirurgien, c'est important de voir tous les contacts anatomiques. Mais c'est aussi important, par exemple, pour des patients chez qui il y a cet obstacle et une jaunisse qu'on va devoir drainer, comme on appelle. C'est-à-dire que on va pas pouvoir commencer, par exemple, une chimiothérapie chez un patient qui a une jaunisse et on va devoir aller mettre un petit stent, un petit tuyau dans la voie biliaire. Donc cette résonance va aussi nous dire s'il y a des ganglions autour de la tumeur, s'il y a des métastases dans l'abdomen ou des métastases particulièrement dans le péritoine. Alors, on en aura besoin... Le péritoine qui est plus bas dans le système digestif, pour ceux qui nous écoutent, l'enveloppe qui entoure un peu les intestins. Okay. Ouais. Alors,
on aura besoin d'une biopsie. Pourquoi ? Parce que dans le foie, une boule dans le foie, ça ne veut pas toujours dire un cancer des voies biliaires. Ça peut être une métastase d'une autre tumeur. Donc on aura besoin d'une biopsie pour confirmer que c'est bien ça. Alors cette biopsie, elle peut être faite de plusieurs manières. Soit pour un patient qui a une grosse masse dans le foie, on peut la biopsier au travers de la peau. Ce sont les radiologues qui font ça, sous anesthésie locale. Par contre, pour les tumeurs qui sont dans le canal biliaire qui va du foie au duodénum, on va devoir le faire par voie endoscopique. Donc, en passant par la bouche du patient, un peu comme une gastroscopie, mais un peu plus sophistiquée, on va aller dans les voies biliaires, mettre une petite pince à biopsie et prendre des biopsies. Il y a aussi une anesthésie locale dans ce cas ? Alors là, c'est une anesthésie générale dans ces cas-là. Carrément. Parce que c'est un examen qui peut être long, pas très confortable, donner des douleurs. Donc ça se fait sous anesthésie générale. Et comment choisissez-vous le traitement pour chaque patient ? Alors le traitement, on le choisit vraiment en fonction de 2 grands facteurs importants. Tout d'abord, c'est la tumeur. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire une fois qu'on a le diagnostic ? On va faire ce qu'on appelle le bilan d'extension. Ça veut dire qu'on va faire un peu une cartographie de la tumeur, à savoir quelle est son étendue dans le foie ou dans la voie biliaire, quelle est sa taille, est-ce qu'elle envahit les organes autour, est-ce qu'elle a donné des métastases à distance. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle le bilan d'extension. Ça va permettre de séparer les tumeurs en tumeurs qu'on peut opérer, donc à visée curative, ou non. Par exemple, si le patient a des métastases dans le péritoine ou dans les poumons, dans les os, peu importe, là, on sait qu'on ne pourra pas donner au patient un traitement chirurgical et que ce sera plutôt un traitement qu'on appelle systémique, donc par voie intraveineuse ou orale, et pas du tout un traitement alors à visée curative. Donc, on a vraiment besoin de ce qu'on appelle le stade de la tumeur. Donc, c'est l'extension locale autour de la tumeur et à distance. C'est vraiment comme ça qu'on va pouvoir décider théoriquement quel est le meilleur traitement pour ce patient. Alors, à ce bilan d'extension, on va rajouter également au niveau de la tumeur, on va faire un test de certaines caractéristiques génétiques ou moléculaires. Pourquoi ? Parce que dans certaines tumeurs des voies biliaires, il y a certaines mutations ou fusions qu'on appelle ça, c'est très technique, mais des modifications du génome de la tumeur qui vont faire que dans certains cas, on peut donner ce qu'on appelle des thérapies ciblées, donc des thérapies vraiment spécifiques de cette mutation ou fusion. Et ça, c'est important qu'on le sache aussi si on doit choisir un traitement donc systémique pour un patient. Donc, on a besoin du bilan d'extension et des caractéristiques moléculaires et génétiques de la tumeur. Alors après, le deuxième facteur le plus important, c'est le patient. Donc, on va évaluer l'état général du patient. C'est-à-dire qu'on va voir comment il est physiquement, on va revoir tout ce qu'on appelle les comorbidités, ça veut dire toutes les autres maladies que le patient peut avoir. Et qui pourraient l'affaiblir encore plus. Oui, ou par exemple, on a une tumeur qu'on peut opérer, mais le patient, il a par exemple un état cardiaque qui fait qu'on ne peut pas l'anesthésier. Eh ben, on va se retrouver face à une situation où on ne peut pas. Donc c'est vraiment très important d'avoir cette évaluation du patient dans sa globalité pour pouvoir dire, bien, ok, je devrais suivre la voie A, mais à cause de certaines autres maladies, je ne peux pas suivre cette-là, je dois prendre une autre voie. Et donc tout ça est très individualisé. C'est très individualisé. Et alors, il y a aussi encore une partie plus raffinée pour les patients âgés. Donc, on fait toujours évaluer par nos gériatres pour faire ce qu'on appelle l'évaluation oncogériatrique. C'est-à-dire que le gériatre va utiliser tout un tas de tables qui ont l'air extrêmement compliquées, mais qui vont nous aider, nous, oncologues, à dire, tiens, ce patient, je peux le soigner comme s'il avait 50 ans, ou bien au contraire, non, ce patient, il vaut mieux ne rien lui faire, parce que si on le touche, ce sera pire encore. Donc, on doit vraiment tenir compte de ce facteur patient, évidemment. Et alors, enfin, comme on le disait tout à l'heure, les patients qui ont une jaunisse, donc une obstruction des voies biliaires, avant de commencer un traitement, il faut faire le drainage.
Alors comment les patients réagissent-ils, je dirais le plus souvent, lorsqu'ils sont diagnostiqués ? Souvent les patients sont étonnés parce que déjà c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, dont on ne parle pas beaucoup. Donc souvent ils se posent déjà beaucoup de questions, mais qu'est-ce que c'est déjà ? Parce qu'il y a beaucoup de patients qui ne sont pas du tout au courant de ce genre de pathologie. Et donc le choc, après évidemment, comme tout patient à qui on annonce qu'il a un cancer, oui, d'office, c'est un choc, oui. Et en particulier lorsqu'on annonce que ce type de cancer, chez ce patient-là, est incurable, ça existe. Oui, ça existe malheureusement, et c'est souvent malheureusement la plus grande partie des cas, puisque comme en général on diagnostique tardivement, on a souvent malheureusement affaire à des tumeurs qui sont déjà non curables chirurgicalement, par exemple. Oui, donc c'est un choc, oui. Alors cela dit, même dans des cas qualifiés d'incurables, il y a moyen d'avoir une bonne qualité de vie pendant des années, non ? Oui, donc on a fait beaucoup de progrès ces dernières années dans le traitement des tumeurs des voies biliaires, heureusement, parce qu'il y a 5 ou 6 ans, on n'avait quasi rien dans l'arsenal. Oui, le pronostic était ultra sombre. Voilà. Bon, il reste sombre, malheureusement. Un peu moins. Mais on a quand même plus de perspectives. Déjà, on peut améliorer la qualité de vie des patients qui ont cette obstruction des voies biliaires en pouvant mettre ces petites prothèses dans les voies biliaires. Donc, ça permet de permettre à la bile de s'écouler. Et ça évite ce qui se passe quasi tout le temps quand on laisse de la bile comme ça stagner, c'est qu'il y a des infections. Donc des infections de la bile, donc ce qu'on appelle l'angiocolite, c'est un terme très technique. Mais après, on peut aussi avoir des septicémies qui sont liées à ces obstructions. Donc des infections généralisées. Voilà. Donc avant, les patients mouraient à la limite plus vite d'infections que de leur tumeur en elle-même, parce qu'on n'avait pas du tout ces techniques d'endoscopie et de drainage aussi parfois à travers la peau des voies biliaires. Et donc, on avait beaucoup de problèmes d'infection à l'avant-plan, même avant d'avoir pu donner quel que soit comme traitement. Il y avait parfois des patients qui mouraient avant même d'avoir reçu une première dose de chimiothérapie. Donc, l'endoscopie et les drainages biliaires ont fait beaucoup de progrès et donnent beaucoup plus de qualité de vie aux patients. Que ce soit curable ou non curable. Exactement. Oui, tout à fait. Si les patients traversent une période difficile, je dirais où et à qui peuvent-ils poser leurs questions ? Alors, de toute façon, le patient à qui on annonce le diagnostic et à qui on explique le traitement qui va bénéficier, nous, on est là pour déjà expliquer et écouter et répondre au plus de questions possibles. Bon, alors évidemment, souvent les patients, lors de la première consultation, quand on leur annonce le diagnostic, on sait qu'ils oublient 2/3 de ce qu'on a dit. Donc, je dis toujours aux patients que s'ils ont des questions, après, ils peuvent toujours revenir vers moi et les reposer, parce que c'est important de pas hésiter à poser toutes ces questions. Le médecin traitant est aussi un acteur important, parce qu'en général, il connaît le patient depuis plus longtemps que nous, et donc il peut aussi être d'un grand soutien. Alors ici, à l'hôpital, on a aussi ce qu'on appelle des infirmiers ou infirmières coordinateurs de soins en oncologie, qui sont un peu des coachs du patient. Donc, ils assistent avec nous aux consultations et ils sont vraiment un point de contact pour les patients. Donc, les patients peuvent les contacter de l'extérieur quand ils ont une question à propos de n'importe quoi, d'un traitement, d'un examen. Donc, c'est vraiment une personne clé et importante dans la chaîne. Bien sûr. Alors, pour les patients qui ont des difficultés psychologiques, et c'est souvent le cas, souvent dans les hôpitaux, il y a des psychologues ou des psychiatres, mais il y en a aussi évidemment en dehors de l'hôpital, et les patients peuvent faire appel. Oui. Alors justement, il y a des maisons de ressourcement qui ont vu le jour en Wallonie, en Flandre, et il y en a une à Bruxelles. Oui. Et elles sont reconnues par la Fondation contre le cancer et elles prennent en charge les patients en complément en fait des structures hospitalières. Elles apportent des supports physiques, oncopsychologiques et sociales. Il y a diverses activités dans le cadre d'une médecine qu'on appelle la médecine intégrative. Qu'en pensez-vous ? Moi, je trouve ça très bien parce que nous, on n'a pas toujours le temps pendant la consultation oncologique
de pouvoir aborder tous ces points. Et c'est vrai qu'on a besoin vraiment de personnes qui vont nous aider. Comme vous l'avez dit, par exemple, il y a des patients qui ont des problématiques sociales ou financières, donc sûrement les assistantes sociales peuvent beaucoup aider. Il y a aussi la diététicienne ou les diététiciens qui sont un support important parce que souvent ce sont des patients qui perdent beaucoup de poids. Or, on sait que c'est important pour faire face au traitement, avoir moins d'effets secondaires, d'être bien nourri. Sans oublier une autre facette importante, ce sont les activités physiques. Exact. La question qui se pose, est-ce qu'on doit arrêter les activités physiques ou pas du tout, au contraire? Surtout pas. Bon, évidemment, il y a des patients qui sont incapables d'avoir une activité physique parce que leur état général fait que c'est pas possible, ou des patients qui sont infectés à l'hôpital, c'est compliqué. Mais c'est totalement recommandé puisque dans plusieurs tumeurs, ça a été démontré, par exemple, que ça diminue les risques de récidive après une chirurgie d'un cancer, donc vraiment important. C'est important aussi d'avoir une bonne masse musculaire et d'être bien nourri pour résister au traitement, pour avoir moins d'effets secondaires. Et c'est aussi important parce que les patients se sentent beaucoup mieux quand ils se sentent mieux physiquement. Ça aide aussi à mieux dormir. Ça peut aussi avoir un effet relaxant sur certains patients, déstressant. Ouais. Avez-vous une dernière recommandation, je dirais, pour les patients diagnostiqués avec un cancer des voies biliaires? Quelque chose en plus? Moi, je pense qu'ils doivent vraiment pas hésiter à poser leurs questions aux professionnels de santé, se méfier parfois de ce qu'on dit sur Internet, ou parfois des papotes de la salle d'attente, comme j'appelle ça, où les patients se comparent aux patients d'à côté, mais en fait, il n'a pas du tout la même tumeur, donc ils font des espèces de mélanges. Donc je pense que pour poser ces questions, il vaut mieux s'adresser à des professionnels. Voilà. Et pour l'entourage, ils ont aussi besoin d'être entourés. Bien sûr. Donc eux, ils ont besoin d'être écoutés, d'être entourés, parce que leur rôle, c'est pas non plus d'être psychologue de leur mari, de leur frère ou de leur maman. Et donc ils ont aussi évidemment accès aux psychologues, que ce soit à l'hôpital ou à l'extérieur. Et c'est vraiment important pour eux aussi de pouvoir partager la souffrance. Eh bien, professeur Demols, merci beaucoup. Merci à vous. C'était absolument intéressant, passionnant, et j'espère que ce sera utile aux patients. J'espère aussi. Vous voulez en savoir plus sur vivre avec le cancer? Alors n'oubliez pas d'écouter les autres épisodes. Partagez-le avec des personnes pour qui il peut aussi être un soutien. Merci d'avoir écouté et à la prochaine fois.